Laissé tranquille depuis quelque temps maintenant, il a brillé par son absence lors des 2 derniers événements majeurs du multivers. Notre sujet du jour aurait pourtant pu avoir un sacré impact, tant il est reconnu pour sa puissance physique et ses capacités magiques. Son ombre a fait trembler les plus grands arpenteurs, et il semblerait qu'il va se montrer de nouveau dans le futur. Jace le théoricien n'a qu'à bien se tenir. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de l'arpenteur Garruk. Nous ne connaissons pas le plan d'origine de Garruk, et nous ne savons pas grand-chose non plus sur son enfance. Durant sa vie, il n'a pas été du genre causant, se sentant mieux au contact de la nature et des bêtes sauvages. Mais du peu que nous savons en ressort un début d'explication sur ses problèmes d'intégration sociale, si l'on peut dire. Garruk a grandi dans une ferme, en compagnie de son père, Raklan. Sa mère était une ancienne soldate, mais à part le fait qu'elle avait plusieurs cicatrices rappelant les combats qu'elle avait menés, nous ne savons quasiment rien d'elle, pas même son nom. Elle est en effet morte quand Garruk était encore un jeune garçon. Son père était un mage capable d'utiliser de la magie druidique liée à la nature. Raklan transmit son savoir à Garruk dès qu'il le put, et lui apprit son premier sort le jour de ses 10 ans. Un sortilège simple consistant en ressentir une graine sous la terre et accélérer sa croissance. Après quelques instants de concentration, Garruk parvint à lancer ce sort sous le regard fier de son père, qui lui n'avait réussi qu'à 13 ans. Un magnifique début de journée d'anniversaire qui va malheureusement tourner au désastre. Alors que père et fils s'apprêtaient à partir déjeuner, un shérif du seigneur Faldus, le propriétaire des terres de Raklan, débarqua avec des soldats pour enrôler le jeune Garruk dans l'armée. Raklan refusa bien évidemment, et envoya son fils se cacher dans la forêt pendant qu'il s'occupait de retenir les soldats. Il lui donna par la même occasion une amulette lui permettant de parler à son fils malgré la distance. Garruk ne pourrait répondre, l'artefact ne fonctionnant que dans un sens, mais il pourrait toujours écouter et suivre les conseils de son père. Garruk était effrayé, mais ne s'arrêta pas de courir. Malgré son courage, il fut rattrapé par quelques soldats du seigneur Faldus. Mais au moment où la poursuite allait se terminer, les soldats se retrouvèrent face à une bête géante, ressemblant fortement à un énorme balote, qui ne fit qu'une bouchée des frêles humains. Le jeune garçon réussit à s'enfuir, guidé par quelques phrases motivantes de son père. Il lui assurait que cela ne durerait que quelques jours, et qu'il reviendrait le chercher, ou encore que la nature était sa meilleure alliée. Il lui affirma qu'il pouvait faire confiance à la forêt, et surtout que tout ce qui pouvait parler pouvait mentir. Le genre de phrase qui peut rester gravé à jamais dans un jeune esprit. Dans le même temps, le balote retrouva la trace de Garruk, mais à son approche, le jeune garçon sentit la magie vibrer dans son corps. Il réussit à l'utiliser pour calmer la bête, et de la même façon qu'avec la graine, il se connecta à son esprit. Sa première connexion avec un animal sauvage, loin d'être la dernière, est peut-être à l'origine de son célèbre surnom, Langue Bestion. Un maigre lot de consolation sur le moment, car par le biais de l'amulette que son père lui avait donnée, il comprit facilement que Raklan s'était fait exécuter. 7 années passèrent sans que Garruk ne mette un pied hors de la forêt. 7 années à s'entraîner et à peaufiner sa magie druidique de connexion à la nature sauvage. Se sentant prêt et accompagné par plusieurs immenses bêtes, il se dirigea vers la ville proche de sa ferme natale pour confronter le shérif qui avait fait basculer sa vie. Après un bref entretien, le shérif assura à Garruk que son père était encore en vie. Bien sûr, Garruk ne le crut pas, se souvenant des paroles de son père. Il eut tout de même le faux espoir que ce fût le cas, et suivit le shérif vers une cellule de prison où était censé être retenu Raklan. Sans surprise, il se retrouva face à un cadavre. Le shérif poussa Garruk dans la cellule et, triomphant, l'enferma. Mais le jeune homme avait anticipé ce mauvais coup. Il utilisa sa magie pour faire appel à une guivre qui surgit de sous terre et dévora le shérif. Sa vengeance accomplie, Garruk récupéra l'autre moitié de l'amulette de communication de son père, ainsi que le casque du shérif, et repartit dans les bois. Ce casque, vous le connaissez très bien, car c'est celui-ci qu'il porta à partir de ce moment, et qu'il porte encore aux dernières nouvelles. Un temps indéterminé plus tard, et dans des conditions inconnues, son étincelle d'arpenteur se déclencha, ce qui le fit transplaner sur le plan de Chandalar. Et c'est d'ailleurs sur ce plan que nous allons retrouver notre jeune Garruk, qui n'est plus si jeune. Il a la trentaine et ne ressemble plus du tout à l'adolescent que nous avons laissé dans une forêt d'un plan inconnu. Il mesure maintenant autour de 2,50 m pour un poids avoisinant les 200 kg. Il a en effet usé en abondance de sa magie pour se grandir et renforcer son énergie vitale, ce qui a modifié de façon permanente sa physiologie. Il porte le casque du shérif de son plan natal,
protégeant ainsi la moitié haute de son crâne. Il a sur les épaules un épais manteau de fourrure, où dépassent plusieurs petites cornes acérées, des bottes et un panne de cuir, et surtout une énorme hache en guise d'arme. Le croisé au détour d'un chemin forestier se rapproche plus d'un film d'horreur que d'une rencontre bucolique. Mais à cette époque, il n'aurait pas été dangereux pour vous. Son but, voire sa mission de vie, est liée à la chasse des plus grands monstres de chaque plan. Il est devenu un traqueur d'exception, et malgré son gabarit de géant, il est capable de se mouvoir dans le plus grand silence. Il est aussi capable de voir et sentir les traces de magie, y compris celles des autres arpenteurs. Sa philosophie est de vivre simplement, et ne faire qu'un avec la nature. Sa vie solitaire a développé des difficultés sociales, faisant de lui un être impatient, bourru et mal à l'aise dans une discussion. Mais peu lui importe. Il est bien plus à l'aise avec les animaux, ayant une incroyable compréhension de la pensée animale. D'ailleurs, après avoir vaincu des bêtes particulièrement puissantes, il parvient à se connecter à elles, gagnant leur force par ce procédé et la possibilité de les invoquer. Comme je le disais un peu plus tôt, c'est sur le plan de Chandalar que nous retrouvons Garruk. Il a entendu parler d'un Ursot, une bête à la hauteur des talons de prédateur de Garruk. Il compte bien récupérer son trophée, ce qu'il parvient à faire en faisant appel à d'autres créatures avec lesquelles il s'était lié. Il n'oublie pas de se connecter à l'Ursot afin de pouvoir invoquer la puissante créature plus tard grâce à sa magie. Quelque temps plus tard, il retrouva mortes les bêtes qu'il avait invoquées pour vaincre l'Ursot. Il se mit en chasse du fautif et le trouva à l'entrée d'un temple Onake, les ogres ayant vécu sur Chandalar par le passé. Ces ogres étaient des êtres brillants qui maniaient les arts obscurs comme personne. Ils ont été annihilés par un pouvoir inconnu en une seule nuit. Le fautif était une fautive, en la personne de Liliana Vess, l'arpenteuse nécromancienne. Garruk se rua sur elle et prit facilement le dessus. Mais Liliana, qui venait de récupérer le voile de chêne, utilisa l'artefact et envoya une déferlante de magie noire sur Garruk, qui lui fit perdre conscience. C'est ainsi que débuta le long chemin obscur de la malédiction du Langue-Bestion. À son réveil, la malédiction eut pour effet de pervertir ses pouvoirs d'invocation et de tourmenter son corps. Des veines sombres lui recouvrent maintenant la peau, son sang devint visqueux et noirâtre, et sa magie de la nature corrompue ne fait apparaître que des bêtes faibles et à l'agonie. Il n'est plus capable d'entendre et de ressentir la forêt autour de lui. Il comprend que pour annuler cette terrible malédiction, il va devoir retrouver la nécromancienne. Mais sa piste a depuis refroidi. Il va devoir aller sur un plan qu'il déteste et qu'il s'était juré de ne jamais remettre les pieds. Ravnica. Car sur Ravnica, il connaît quelqu'un qui pourra certainement le renseigner sur Liliana, en la personne de Jace Peleren. Garruk le débusqua facilement, et après avoir mis hors d'état de nuire toutes les défenses de Jace, menaça le télépathe pour qu'il lui dise la dernière destination de Liliana. Le télépathe lui parla alors du plan de Tavelia. Sur le départ, il donna une information cruciale à Jace. Celui-ci était en train d'étudier une carte sans comprendre ce qu'elle représentait. Garruk lui annonça que cette carte menait au plan de Zendikar. La suite de cette histoire voit l'arrivée des Eldrazi sur Zendikar. Mais cette histoire est pour une autre fois. Garruk transplana vers Tavelia, mais Liliana était déjà partie. Il utilisa ses talents de tracker pour devenir chasseur de primes au service d'une gorgone, en échange d'informations sur la nécromancienne. Peu de choses sont connues sur le plan de Tavelia, mais ce qui est certain, c'est qu'il n'est pas très accueillant. Culte de la mort, forteresse despotique, royaume souterrain, et j'en passe. Tout l'inverse de ce qu'était Garruk. Mais pour se soigner, il endura cet endroit, et accepta les conditions de Tavelia, ainsi que celles de la Gorgone, qui n'hésita pas à le trahir dès qu'elle n'eut plus besoin de lui. Mais Garruk utilisa l'amulette de son père pour entendre les informations qu'il voulait, sans avoir à tuer tout le monde. Une nouvelle piste exploitable. Un nom, celui de Kotofed. Vous en avez entendu parler ? Il s'agit d'un démon étroitement lié par un pacte à Liliana Vess. La traque continue. Garruk n'est pas prêt de s'arrêter. Après une période de traque, Garruk atterrit à Innistrad. Il apparut à Kessig et se mit immédiatement en chasse. Il retrouva la nécromancienne dans la région de Nephalia. Dès que Liliana s'aperçut de la proximité du chasseur, elle lui lança une armée de ghouls pour le ralentir. Il massacra chacune d'entre elles. Mais cela laissa le temps à la nécromancienne de s'échapper. Ce fut une goutte d'eau de trop pour le vase de sa santé mentale. La malédiction du voile s'accentua et il perdit complètement l'esprit. Totalement fou, il erra et vagabonda, tournant en rond et hurlant à chaque être qui osait croiser son chemin.
que ce soit un humain ou un animal. Même un observateur non aguerri pouvait comprendre que c'était la fin pour l'arpenteur. Plus loin sur Innistrad, Avacyn, l'archange protectrice des humains du plan, fut libérée du Helgruft, dans lequel elle s'était fait enfermer lors d'un combat contre le démon Griselbrand. L'une des premières choses qu'elle fit fut de lancer l'amuissement des malédictions, un sort puissant visant à contrecarrer les différentes malédictions du plan. Elle eut entre autres pour effet de changer le destin des loups-garous de façon permanente. Mais surtout, ce sort eut un effet sur la malédiction du voile et sur Garruk. Sans pour autant la faire totalement disparaître, elle perdit de son emprise sur l'esprit du chasseur. À ce moment-là, il était toujours obsédé par la traque de Liliana, n'hésitant aucunement à tuer tout ce qui était sur son chemin. Même les loups-garous le considéraient comme plus bestial qu'eux, alors qu'eux-mêmes étaient des êtres maudits n'ayant aucun contrôle sur leur aspect primal. Mais l'amuissement des malédictions calma Garruk, et il vécut quelque temps avec son esprit blessé, mais sain. Il sentit même qu'il y avait là une opportunité de marcher de nouveau dans la lumière, en laissant tomber sa traque pour rejoindre l'origine du sort guérisseur. Mais il préféra tourner le dos à cette lumière, persuadé qu'il devait tuer Liliana Vess s'il ne voulait pas retomber dans la folie. Sa traque le mena à la ville de Torbak, en Gavonie. Il se réfugia dans la maison d'une femme morte, mais les habitants de Torbak pensèrent qu'il l'avait tuée. Son apparence et son comportement mystérieux attira l'attention d'Odric, un haut officier de l'église d'Avacyn. Cherchant à rassurer les habitants de la ville et confirmer que l'amuissement des malédictions avait bien fonctionné, Odric et sa seconde, Grété, posèrent un piège pour capturer Garruk. Ils réussirent leur tentative, et lorsqu'il se retrouva face à l'immense chasseur, Odric fut surpris. Il pensait se retrouver face à une bête féroce, mais l'être dans son filet était définitivement humain. Pardonner des loups-garous maudits et sans esprit était une chose, mais Garruk parlait, il répondait et semblait avoir possession de ses moyens. « Je suis affaibli, maudit, et je ne suis pas une menace pour vous. Je suis Garruk Langbestion. » Ces quelques mots donnèrent des frissons de colère au maréchal. Les bêtes sauvages ne sont pas censées avoir de nom. Sans l'intervention de Grété, Odric aurait tranché la gorge de Garruk. Mais il était humain et devait en répondre devant la justice. Et sur Innistrad, la justice s'appelle Avacyn. Grâce aux espoirs de sa seconde, Garruk allait vivre. Sur le trajet pour l'amener devant l'archange, la malédiction du voile reprit petit à petit son influence sur Garruk, et il parvint à s'échapper de son cortège. Il en profita pour quitter Innistrad, sentant que Liliana avait arpenté aussi. Elle avait en effet terminé ce qu'elle avait à faire sur le plan, c'est-à-dire tuer le démon Griselbrand, et la libérer peu à peu d'un pacte qu'elle avait fait avec 4 démons. Garruk, quant à lui, vit la malédiction du voile prendre de plus en plus d'ascendant sur lui. L'amuissement des malédictions d'Avacyn n'ayant plus d'impact sur son esprit, le voile pouvait assouvir son pouvoir et ronger ce qui restait de sain chez Garruk. Est-ce qu'Avacyn aurait pu vraiment l'aider et lui enlever complètement sa malédiction ? Difficile à dire. Mais selon mon humble avis, elle faisait partie des êtres qui en avaient le potentiel. J'imagine bien que la malédiction de la lycanthropie et celle du voile n'ont rien à voir en termes de puissance, mais peut-être aurait-elle pu faire quelque chose. Nous ne le saurons jamais, tout comme nous ne saurons jamais ce qu'il aurait pu advenir de Garruk s'il avait été libéré à ce moment-là. Nous avons droit à une autre histoire à la place. Il allait continuer sa traque sans relâche. Mais même si la nécromancienne restait sa priorité numéro 1, il allait chasser tous les arpenteurs qu'il croiserait, ne faisant plus de différence entre une chasse et un meurtre. Sa connexion à la nature ne fit que diminuer de plus en plus, et chaque assassinat l'éloignait dangereusement de son humanité. Durant cette période, Garruk se fit prendre en chasse par Vronos, un arpenteur originaire d'Innistrad. L'escrimeur gris, comme il était surnommé, avait été missionné par Avacyn pour le ramener sur Innistrad et qu'il soit guéri de sa malédiction. Vronos, ancien inquisiteur d'élite sous les ordres de l'archange, avait vu son étincelle d'arpenteur se déclencher pendant une attaque de loup-garou. Il était sur le point de mourir, le visage déjà déformé à cause des morsures, quand il se retrouva sur Esper, l'un des 5 éclats du plan d'Alara. C'est ici qu'il se confectionna son masque en filigrane pour protéger son visage et qu'il apprit les arcanes de la manipulation de l'éthérium, ce métal infusé d'éther originaire d'Esper. Plutôt confiant dans ses capacités, il se mit en chasse du chasseur maudit. Mais un premier duel avec Garruk lui montra qu'il ne faisait pas le poids, et que ses invocations métalliques n'avaient pas la puissance des bêtes maudites que Garruk appelait auprès de lui. Blessé gravement à l'épaule après que Garruk lui ait envoyé sa hache,
il se replia avec l'objectif d'apprendre des capacités et de la magie de soin. Mais c'était sans compter le flair et la ténacité de Garruk, qui le retrouva facilement, suivant l'odeur de son mana à travers les éternités aveugles. Il le surprit alors que Vronos faisait de son mieux pour trouver à manger, et l'acheva sans aucune once d'hésitation ou de compassion. En guise de trophée, Garruk récupéra le masque de l'inquisiteur et l'accrocha à sa ceinture. Après Avacyn, c'est Jace qui entendit parler en détail de cette malédiction, ce qui l'incita à intervenir et à tenter de stopper le colosse. En effet, d'après une prophétie Onake, elle est supposée transformer Garruk en un démon appelé le Pourfendeur de Mondes. Alors qu'il était de retour sur Chandalar pour terminer sa transformation, qui aurait entre autres détruit le plan entier, Garruk fit face à Jace et un arpenteur inconnu. Pendant cette confrontation, Jace réussit à insérer un hédron de suppression dans le corps de Garruk, ce qui permit d'arrêter sa transformation en démon. Suite à cet affrontement, Garruk partit. Il pouvait sentir le hédron à l'intérieur de lui, et cela l'aurait enragé quelques années en arrière. Mais pas aujourd'hui. Ce corps étranger qui pulsait et vibrait à l'intérieur de son corps apportait une sorte de seconde vie. Les voies du voile avaient enfin disparu, et même s'il n'avait pas récupéré l'entièreté de ses sens, il ressentait ce qui pouvait ressembler à de la liberté. Mais cela ne l'avait pas éloigné de son objectif, retrouver Liliana Vess. Et il était proche d'elle, il le savait. Toujours sur Chandalar, il trouva sa silhouette reconnaissable dans une clairière. Un sourire envoûtant pour beaucoup mais qu'il savait cruel. Des runes violettes et sombres sur tout le corps et des vêtements qui rappelaient sa dernière confrontation avec elle. Il s'approcha d'elle et elle n'attendit pas longtemps avant de le narguer et de le défier. Mais en s'approchant, Garruk sentit que quelque chose clochait. Ce n'était pas Liliana Vess, mais une illusion. Démasqué, Jace Beleren se dévoila, expliquant qu'il voulait s'assurer que Garruk n'allait pas recommencer à tuer tout ce qui bougeait et que l'hédron avait fonctionné. Un nouveau combat démarra avec un coup de tête de Garruk sur Jace qui éclata en bris de verre, dévoilant une nouvelle illusion. Jace utilisa sa magie pour faire apparaître des dizaines de clones autour de Garruk. Cela ne fonctionna pas longtemps et le chasseur parvint à saisir la bonne version de Jace à la gorge. Le mage ne s'y attendait pas, n'ayant pas l'habitude que ses illusions soient percées à jour de la sorte. Garruk offrit une chance à Jace d'avoir accès à son esprit. Jace comprit alors que l'hédron avait bien supprimé les effets du voile. Tant qu'il serait en place, la malédiction n'aurait plus d'effet. Mais il comprit aussi que l'esprit de Garruk avait changé à jamais. Il avait récupéré son humanité, mais la partie bestiale de son être n'avait pas pour autant disparu. Il continuerait à tuer, et prendrait même du plaisir de temps à autre. Garruk proposa un accord à Jace. Si on le laissait tranquille, il arrêterait de les chasser. Jace accepta et lui promit de ne plus partir à sa recherche. Garruk le laissa partir un sourire aux lèvres, mais dès que le mage disparut, il s'appuya sur sa hache et soufflait. Il souffrait, affaibli par ses dernières expériences. Il devait se reposer avant de partir pour une nouvelle destination. Quelques minutes passèrent dans la clairière quand un homme s'approcha de Garruk. L'air devint froid autour de lui, et les pas de l'inconnu craquaient le sol gelé de la forêt. Il n'avait pas d'odeur, ce qui avait empêché Garruk de le sentir arriver. Il ne dit pas son nom, mais informa Garruk qu'il avait été embauché par Vronos pour le ramener sur Innistrad et faire face à Avacyn, en échange de beaucoup d'argent. Il lui dit aussi qu'il avait pris le temps de le suivre et de l'observer, et qu'il était mieux préparé que son prédécesseur. Garruk refusa bien sûr de se faire capturer. Il l'appela Icy, et tout en lui montrant le masque de Vronos attaché à sa ceinture et prenant l'exemple de Jace, lui proposa de partir sans encombre. Les deux hommes étaient maintenant quelques pas l'un de l'autre. Le chasseur put sentir un début d'hésitation chez Icy, qui s'était montré plutôt confiant jusque-là. La discussion continua, jusqu'à ce que l'arpenteur de glace décide que le jeu n'en valait pas la chandelle. Menaçant Garruk de lui geler l'air dans son cerveau s'il s'approchait, il recula d'un pas et commença à arpenter. Mais Garruk ne lui laissa pas le temps. D'un geste rapide, il attrapa sa hache et lui coupa la tête, le sourire aux lèvres. Il n'avait plus besoin de tuer, mais il ne fallait pas le menacer. Surtout pas. Suite à ce léger contretemps, Garruk put enfin se reposer et reprendre ses forces. Il arpenta vers de nouveaux horizons et le multivers perdit sa trace pendant un moment. Il est dit que l'ancêtre dragon pharaon arpenteur Nicol Bolas l'a consciencieusement tenu éloigné de ses manigances pendant un certain temps. Il avait en effet prévu, lors d'un événement appelé aujourd'hui la guerre de l'étincelle, de rassembler un maximum d'arpenteurs sur Ravnica pour leur voler leur étincelle et amasser un maximum de pouvoir.
Si Garruk s'était retrouvé au milieu de toutes ses potentielles proies, il aurait fait un carnage. Cela aurait empêché Bolas de récupérer ce qu'il désirait. Le destin a décidé que le dragon soit vaincu en partie grâce à Liliana Vess. Qui sait ce qui se serait passé si Garruk avait été présent? Nous ne le saurons jamais. Quoi qu'il en soit, nous retrouvons notre chasseur d'arpenteurs sur le plan d'Eldraine, peu de temps après la guerre de l'étincelle. Il a visiblement pris pour cible un nouvel arpenteur en la personne d'Oko. Plus difficile à attraper que Vronos ou Icy, Garruk se fait leurrer sur un plan connu de l'arpenteur fée, et par excès de confiance ou manque de jugement, se retrouve coincé dans une toile de lianes épineuses et colorées, lancée par le financier. Oko apprit rapidement par Garruk qu'il était une menace pour chaque arpenteur qu'il croiserait. Mais il capta aussi l'énergie de la malédiction lancée par Liliana Vess au travers des veines violacées du chasseur. Il ressentit aussi les pulsations du hédron qu'il avait planté dans le corps. Oko, fidèle à lui-même, décida d'hypnotiser Garruk pour en faire son garde du corps personnel. Il décida de l'appeler Chien. À sa surprise, Garruk ne lutta aucunement contre le sort. Pour la première fois depuis ce qui lui semblait une éternité, son esprit flouté était en paix. Pas de voix étrangère, pas de sensation dérangeante ou d'envie de meurtre. Cette réaction, une première pour Oko, lui fit comprendre que ses sortilèges fonctionnaient encore mieux si sa cible avait envie d'être aidée. Plus tard, alors qu'Oko baladait son chien dans les bois proches du château d'Ardenval, ils tombèrent sur Wyll et Rowan Kenrith en train de se faire pourchasser par une horde de bonnets rouges, les chaotiques et sans pitié gobelins d'Eldraine. Oko décida d'envoyer Garruk à la rescousse, ce qui permit aux jumeaux royaux de s'en sortir indemnes. Ils firent chemin ensemble jusqu'au village de Begboro, où le haut roi Algenus Kenrith se rendait pour commencer sa procession à travers les 5 royaumes d'Eldraine. Oko utilisa ce moment pour soutirer quelques informations sur le plan et sur le roi, profitant de la candeur et de la naïveté de Rowan. Garruk, quant à lui, fermait la marche. Wyll, un peu plus suspicieux vis-à-vis d'Oko, préféra la présence impressionnante mais plus discrète du chasseur. Il n'y eut pas beaucoup de mots échangés, mais Garruk, malgré un hédron, une malédiction et un sort d'hypnose, tissa un début de lien avec le jeune prince. Arrivés au village, ils se séparèrent, et sous les ordres d'Oko, Garruk tua les gardes du haut roi, pour que son maître puisse le kidnapper. L'hiver qui suivit, Oko mit en place ses manigances pour déclencher une guerre dans le royaume. Après avoir transformé le roi en cerf, il guida la chasse sauvage des elfes afin qu'ils le tuent. Il avait entre-temps eu une altercation avec les jumeaux Kenrith et leurs amis chevaliers, Cerise et Cadeau. Pour pouvoir agir en paix, il les avait enfermés dans un dôme de lianes épineuses et magiques, empêchant tout échappatoire. Pour encore plus assurer le coup, il ordonna à Garruk de garder le groupe. Malgré leur situation quelque peu désespérée, le groupe remarqua que leur monture, 3 chevaux dont 2 chevaux pour les jumeaux, un griffon nommé Hale pour Cadeau et une licorne nommée Sophos pour Cerise, étaient particulièrement calmes en compagnie de Garruk. Sa malédiction en retrait grâce au sortilège d'Oko, le lien que le chasseur possède avec la nature peut enfin refaire surface. Contre l'avis de ses camarades qui voyaient en Garruk un ennemi dangereux, Wyll décide de discuter avec lui. Il lui proposa de l'aider et d'essayer de le libérer de son état d'asservissement. Wyll lui expliqua qu'il était à la recherche de son père et que s'il ne faisait rien, Oko allait le tuer, amenant la guerre sur Eldraine. À l'évocation du mot père, Garruk tilta et se rendit compte qu'il ne se souvenait plus de son père. Il voulait se souvenir et décida de se laisser aider. Cerise, guérisseuse du groupe, analysa l'état du colosse et déduit que l'édron coincé dans sa chair était la cause de ses problèmes. Il fallait l'enlever. Vous avez compris, n'est-ce pas? Nous savons de notre côté que l'édron mis en place par Jace est une sorte de catalyseur, retenant la malédiction du voile de s'exprimer pleinement. Mais Cerise ne le sait bien sûr pas. Et dans son état, Garruk ne pouvait pas lui donner cette information. Cerise opéra Garruk et lui retira l'édron, et ce qui devait arriver arriva. Cela romput le charme d'Oko, mais bien plus important, la malédiction du voile reprit des forces. Garruk entra en frénésie et envoya un énorme coup à Cerise qui se retrouva projetée à plusieurs mètres, une jambe brisée et un bras en écharpe. Garruk se dirigea vers elle, mais Sophos se mit en travers pour protéger sa maîtresse. Mais l'aura de Garruk était si puissante que la licorne dut se soumettre et se mettre de côté. Ce fut au tour de Hale, le griffon de Cadeau, de s'attaquer à Garruk. Il lui sauta sur le dos, mais le chasseur était aussi rapide que lui. Il se retourna et attrapa la noble créature par la gorge. Luttant contre lui-même et la malédiction, il se retint de lui tordre le cou,
et dans un cri de rage le relâcha. Mais le mal était fait. La malédiction s'était répandue sur le griffon à la suite du contact des mains de Garruk. Le chasseur se prit la tête et hurla pour faire fuir les multiples voix dans sa tête. Hale lui aussi devint fou et se rua vers le cheval le plus proche, le tua et se mit à le dévorer. Garruk, voyant cette scène, reprit un peu ses esprits, attrapa le griffon et murmura « Repose en paix, bête loyale ». Il lui brisa la nuque, mettant fin à ses souffrances. Les yeux grands ouverts et haletants, Garruk se souvint. « Mon père m'a appelé Garruk. Autrefois j'étais un homme qui chassait les monstres. Aujourd'hui, je suis un monstre. » Entendant ces mots, Will lui assura qu'il ne lui voulait pas de mal. Malgré son état, Garruk accepta ces mots et redirigea sa fureur vers Oko. L'arpenteur lui voulait du mal, il devait payer pour ça. Il posa sa main sur les lianes qui se mirent à flétrir au contact de la malédiction, huma l'air et se mit en chasse. Il avança rapidement à travers les friches, mais la malédiction le rattrapa au milieu d'un ruisseau. Il dut s'arrêter, la douleur trop intense pour continuer. C'était comme s'il se faisait dévorer de l'intérieur. Des ondines attendaient une occasion de s'emparer de Garruk. Mais elles s'enfuirent quand une bête plus menaçante s'approcha. L'une de ces 6 gueules pleines de dents attrapèrent le chasseur pour tenter de le noyer et le dévorer. Porté par l'énergie d'un bon combat, il réussit à se défendre et parvint après une lutte difficile à briser la colonne vertébrale de la bête. Il réalisa à ce moment que Will Kenrith l'avait suivi, mais il aperçut aussi Rowan un peu plus loin, faisant face à un nouvel ennemi. Il entendit Will lui parler depuis un pont, mais il ne pouvait réagir. Du sang noir comme du pu infecté sointait de nombreuses plaies sur son corps. Il chargea en direction de Will, qui prit naturellement peur. Mais Garruk avait une nouvelle cible. Il ramassa sa hache et se jeta sur la bête monstrueuse, alors que Rowan venait de se faire percuter et envoyer au sol après avoir lancé un sort d'électricité qui s'était fait absorber par la bête. Comme si cette monstruosité avait besoin de ça, en plus de ses 4 bras se terminant par des griffes, des tentacules sur le dos, une tête parfaitement ronde, sans yeux, mais avec une collection de dents tranchantes. Will et Rowan n'auraient eu aucune chance s'ils avaient été seuls. La charge de Garruk aurait dû envoyer valser la bête, mais il était déjà épuisé, par la malédiction et par son précédent combat. À la place, il ne causa qu'un léger déséquilibre. Mais il réagit rapidement et utilisa sa hache pour couper un premier bras. En réponse, il se prit un éclair rouge, ressemblant fortement à la magie de Rowan. Garruk dut s'appuyer sur sa hache pour reprendre ses esprits. Il se jeta de nouveau sur la bête qui reculait doucement et trancha d'un geste surpuissant 2 autres membres. La bête envoya un tentacule qui percuta Garruk et l'envoya valser contre le mur du pont où se tenait Will juste avant, et il perdit connaissance. Les ondines étaient restées non loin et en profitèrent pour attraper Garruk et l'emporter sous l'eau. Le monstre, lui, battit en retraite, des gerbes de sang sortant de ses membres sectionnés. Will plongea à la suite de Garruk et tenta désespérément de le remonter à la surface. Il réussit à repousser les ondines, à attraper le colosse sans se faire maudire grâce aux gants qu'il portait, mais Garruk était bien trop lourd pour le jeune garçon. Malgré l'utilisation de sa magie de glace pour les faire remonter à la surface, ce ne fut pas suffisant. Une lumière surprenante jaillit depuis la surface. Will crut d'abord que c'était la lune, mais ce n'était pas le cas. Cette lumière lui redonna espoir, et il parvint à remonter à la surface. Alors que sa vision se floutait et que ses poumons allaient se relâcher, il s'accrocha à une surface métallique. Sans réfléchir, il prit appui sur ce qu'il semblait être un chaudron géant et balança Garruk au-dessus de lui, ce qui le fit atterrir à l'intérieur de la structure métallique. Peut-être connaissez-vous cet artefact magique et puissant du plan d'Eldraine, le chaudron d'éternité. L'acte courageux et désintéressé de Will et la valeur de Garruk l'ont fait apparaître alors qu'il avait disparu du château de Locthwain depuis de nombreuses années. La magie du chaudron absorba la malédiction du voile et délivra Garruk de ses chaînes démoniaques. Il se réveilla avec une voix dans la tête, lui intima qu'il était digne, et voyant le corps de Will flottant à la surface de l'eau, l'attrapa et le jeta sur la berge. Rowan réveilla son frère, et Garruk les écouta parler de leur désir de sauver leur père. Cela résonna avec son passé, son impossibilité de faire quoi que ce soit pour le sien. Il décida de les accompagner. Il enchanta les chevaux grâce à sa magie druidique et se mit en chasse, suivi par les jumeaux. Il réussit à traquer la chasse sauvage utilisant les traces de magie que les elfes laissaient derrière eux. Le trio arriva juste à temps. Ils intervinrent avant que le roi changé en cerf ne se fasse tuer. Garruk se fondit dans l'ombre et ne prêta guère attention à ce qu'il se passait autour de lui. Il avait senti une autre odeur.
Les chevaliers d'Ardenval arrivèrent avec la reine Linden à leur tête. S'ensuivit une discussion avec les elfes. L'apparition d'un esprit au-dessus d'un puits à côté de la Seine sema la confusion et la tension monta. C'est à ce moment que la reine des elfes de Locthwain, Ayara, se manifesta et tira une flèche sur le cerf. Garruk se retrouva juste derrière elle et fendit l'air de sa hache en visant la reine. Celle-ci disparut pour laisser place à un corbeau qui s'envola à tire d'aile. Il s'agissait en fait d'Oko. Celui-ci ne s'enfuit pas très loin, luttant contre les chevaliers sur leurs griffons. Il finit par se prendre les ailes dans un sort combiné des jumeaux et se retrouva au sol. Garruk eut une nouvelle possibilité de le terminer, mais cette fois-ci, ce fut Rowan qui s'interposa. Il fallait qu'il vive pour prouver que ni les elfes ni le royaume n'étaient en cause. Il ne fallut pas plus longtemps pour Oko pour profiter de la situation. Après avoir nargué ses ennemis, il arpenta et disparut des regards. Garruk se mit de nouveau en retrait et assista à la fin de la chasse sauvage. Les elfes, pour terminer leur rituel, avaient besoin du sang de leur proie. La reine Linden accepta de céder le sang du cerf royal, et une fois leur rituel terminé, les elfes disparurent dans la forêt. Malgré la colère de Rowan, Linden avait une idée derrière la tête. Ce que la vraie reine Ayara avait compris avant de partir. Celle-ci, toujours à la recherche d'un mari capable de lui ramener le chaudron d'éternité, fut grandement attirée par Garruk. Quand tous les elfes furent partis, Linden demanda à ses chevaliers de rester seuls avec ses enfants. Le cerf mourut et laissa place au haut roi Algenus Kenrith. Grâce à une épée de quête offerte par la bête de quête, la reine ressuscita le roi. Suite à ça, Linden et Algenus révélèrent la vraie histoire concernant la naissance des jumeaux, ce qui déplut fortement à l'impétueuse Rowan. Alors que Will, plus posé, tenta de la rassurer, ils se volatilisèrent dans une explosion de glace et d'éclairs devant les yeux surpris et inquiets du roi et de la reine, mais aussi de Garruk, qui comprit immédiatement ce qu'il s'était passé. Leur étincelle d'arpenteur venait de se déclencher. Un choix se manifesta devant Garruk. Il avait envie de partir en chasse d'Oko, cherchant vengeance pour ce que l'arpenteur lui avait fait. Mais il se remémora les actes du jeune Will et le peu de temps passé en compagnie des jumeaux. Il décida de prendre une autre direction et promit au couple royal de retrouver les jumeaux pour s'assurer qu'ils allaient bien, ce qui inquiéta le roi et la reine. À leurs nombreuses interrogations, il leur dit simplement « Ils m'ont aidé, je les aiderai ». Il arpenta donc, laissant Eldraine derrière lui, suivant la trace magique des jumeaux. Sa traque l'amena sur le plan de Caillen, où les jeunes Kenrith ont atterri. Ce plan, où la compétition sportive et la lutte magique sont reines, sembla être bien adapté aux nouveaux pouvoirs de Will et Rowan, qui restèrent jusqu'à ce que Casmina, une arpenteuse mystérieuse, ne les invite à rejoindre le plan d'Arcavios pour intégrer la prestigieuse école de Strixhaven. Garruk ne resta pas jusque-là. Quand il comprit qu'ils étaient en sécurité, il repartit. Aujourd'hui, personne ne sait où est passé le Langue Bestion. Lors de l'invasion phyrexiane, il ne fit aucune apparition. Il faut croire qu'il préfère rester caché, continuant de traquer inlassablement des monstres toujours plus puissants. Il a bien le droit à cette tranquillité, après avoir subi la malédiction du voile pendant si longtemps. Il paraîtrait tout de même que des pilotes de course l'aperçurent durant le second prix de Ghirapur, alors que le circuit traversait des percées de présage vers le plan de Muraganda. À l'origine un simple humain au grand pouvoir druidique, le chemin de Garruk s'est vu parsemé d'épreuves terribles. La malédiction du voile, bien que maintenant disparue, a certainement fait des ravages sur l'esprit du chasseur. Grâce à son aventure avec les jumeaux Kenrith, il a certainement amélioré son regard sur les humains et ceux qui utilisent des mots en général. Mais je ne pense pas qu'il soit prêt à rejoindre la civilisation, ou une quelconque assemblée de héros, comme les Sentinelles par exemple. Garruk a toujours été, et je pense restera toujours un chasseur solitaire. Mais que va-t-il se passer quand il va rencontrer un double de lui-même, créé par un certain Jace Beleren? Nous n'allons pas tarder à le savoir. Reste à voir si le théoricien va avoir la même idée que Nicol Bolas et tenter de garder Garruk en dehors de ses manigances. Si le dragon ancestral lui-même n'a pas voulu l'avoir sur les bras, c'est qu'il y a une bonne raison. Merci de m'avoir écouté jusque-là, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette histoire et si vous avez des théories sur l'avenir de Garruk, je serai ravi de lire vos commentaires. À très bientôt.